j'ai commencé à travailler la notion de génocide. Et inutile de vous dire que c'est un terme qui est instrumentalisé par toutes sortes d'acteurs. Et donc, il était très important de différencier entre, d'une part, la notion juridique, qui est celle de crime de génocide, qui a été adoptée par l'ONU en 1948 à travers l'action d'un homme qui s'appelle Raphaël Lemkin, et, disons, les notions militantes, souvent, qui sont faites de ce terme. Et donc, ça m'a amené à travailler, en fin de compte, une différence entre le droit international et les usages politiques de ce terme. Et j'ai commencé par essayer de déconstruire cette notion de génocide. La discussion collective a conduit à prendre beaucoup de distance avec cette notion de génocide. Et on est tombé d'accord sur l'idée de violence de masse. Voilà. Donc violence de masse, en particulier c'est mon collègue Nicolas Werth qui l'avait proposé pour l'Union soviétique. Et il y a aussi ce terme de violence extrême. Donc pour moi, si vous voulez, ce sont les deux termes qui me semblent fondamentaux. On essaye de sortir de ces catégories juridiques sans les oublier. Je reconnais bien sûr le droit international. Et on essaye de penser en tant que chercheur ce terme à travers la notion de violence de masse. Violence extrême, c'est aussi un terme que j'ai utilisé. C'est plutôt des violences qui tendent vers l'extrême. Inutile de vous dire que c'est difficile de s'entendre sur ce qu'on appelle violence. Vous savez, Clausewitz disait que la guerre montait aux extrêmes. Eh bien oui, dans certains cas, la violence monte aux extrêmes en termes de mort en masse, hein, c'est la dimension quantitative, et aussi la dimension qualitative, c'est-à-dire dans la pratique des atrocités. Donc cette notion de violence extrême, elle essaie d'englober ces deux catégories. Je me suis un petit peu décentré de la notion de génocide, comme je vous l'expliquais, et ce qui me semblait assez opérationnel comme notion à travailler en sciences sociales, c'est celle du massacre, qui évoque tout de suite les violences extrêmes, qui évoque aussi les possibles violences de masse. Et je définis cette notion de massacre comme un processus de destruction de non-combattants. Donc processus, c'est un mot fondamental, c'est-à-dire que ça prend du temps. De destruction parce que il ne s'agit pas simplement de tuer les gens en général. On brûle leurs récoltes, on brûle leurs maisons, on viole des femmes, etc. Donc c'est un processus total, comme les Khmers rouges le disaient. D'ailleurs, on ne tue pas l'ennemi, on détruit l'ennemi. Et de non-combattants parce que ça inclut y compris les soldats et aussi, bien sûr, la population civile. Et à partir de là, j'ai essayé de montrer en quoi un massacre est toujours singulier, mais en quoi aussi il répond à des problématiques qui relèvent des sciences sociales en général, et dans lesquelles on va évoquer l'histoire, l'anthropologie, la psychologie, etc. Alors ça, ce sont mes premiers travaux de ma thèse. Effectivement, c'est un livre qui s'appelle « Sans armes face à Hitler ». Et j'ai voulu décaler le regard, on va dire, par rapport à l'époque. Donc là, on remonte au milieu des années 1980. On parlait surtout de résistance armée. Et j'ai voulu montrer qu'il y avait d'autres formes de résistance civile, civil resistance, civil disobedience. Ce sont d'ailleurs des termes que j'ai surtout trouvés parmi les auteurs anglo-saxons, que j'ai voulu reprendre pour la France. Alors ce sont des formes de non-coopération au quotidien. Hein, on va retrouver même ma notion de petits gestes, enfin des tracts conseils à l'occupé, voilà, ou bien sûr après des formes d'entraide envers les Juifs. Donc c'est une manière pour les individus de continuer d'essayer d'être debout. Et
Hannah Arendt m'a d'ailleurs aidé sur ce plan-là. Dans Eichmann et Jérusalem, c'est un passage qui est très peu cité quand elle parle du sauvetage des Juifs du Danemark, en disant qu'il faudrait étudier bien plus près, de plus près ce qu'elle appelle dans ce texte la résistance passive. Et moi, j'ai préféré appeler résistance civile. Des historiens juifs parlaient de la résistance juive, d'accord, il y a des articles des années 80 qui sont là-dessus. Mais j'ai voulu montrer de façon plus générale que aider des individus en situation de danger, c'était aussi une forme de résistance. C'est-à-dire que je soutiens qu'en France, à partir surtout de l'été 42, il y a une autre forme de résistance à côté des maquis, des formes de résistance de politique ou militaire qui consistent à tenter d'aider les Juifs qui peuvent se faire prendre et se faire arrêter. Il se trouve que j'ai 3 formations. Ça n'a pas été un plan de carrière. Dans une ancienne vie, j'ai été psychologue. Ensuite, je suis devenu historien. Et finalement, j'ai eu mon habilitation à diriger les recherches sur sciences politiques sous la direction de Pierre Asner. Donc c'est ma marque de fabrique. Et puis, il y a une rencontre qui a été très importante pour moi, c'est avec Léon Poliakov. C'est quand je suis revenu de ma visite d'Auschwitz et que je fréquentais le centre de documentation juive contemporaine. J'avais eu un excellent contact avec Poliakov et quand je lui posais la question de comment on peut expliquer un génocide, j'avais encore rien commencé là-dessus, il m'a cité Zinoviev qui venait juste d'être libéré, qui venait d'arriver en France, en me disant mais vous savez, l'événement ayant une multiplicité de causes, il est impossible de connaître la cause de l'événement. Cette formule-là, un peu mathématique, m'a toujours accompagné. Alors, s'agissant des méthodes, vous savez, moi, je travaille plutôt par le bas. C'est-à-dire que je suis plutôt dans une logique de bottom-up dans mes recherches. Par exemple, pour la survie du Juif, le travail a été fait par Paxton, Klarsfeld, etc., sur les négociations entre Vichy et les nazis. Non, de toute façon, en plus, j'ai un problème d'accès aux archives avec mes problèmes de vue. C'est compliqué. Donc je préfère regarder la société par le bas. Ce qui a présidé pour mon travail sur le génocide, c'est pas de travailler sur tous les génocides, mais j'ai voulu me concentrer sur 3 cas qui étaient quand même relativement bien documentés à l'époque, qui étaient bien sûr ce qu'on appelle la Shoah aujourd'hui, le Rwanda et la Bosnie. Donc j'ai construit ce que j'ai appelé tout à l'heure ma grammaire du massacre sur ces 3 cas. Quitte à la fin à généraliser sur le XXe siècle. Et pour ça, je m'appuie sur les travaux de mes collègues, bien entendu, mais aussi j'essaye de construire une approche du massacre qui soit propre à ce que j'en ai compris à travers tous ces travaux. Et je vais définir le massacre, puisque j'en avais parlé tout à l'heure, comme un processus mental. Ça se joue dans nos têtes. C'est-à-dire qu'on peut en avoir une rationalité, on peut dire, voilà, il y a la rationalité politique, on va faire jouer la science politique, ok, d'accord. On peut avoir aussi l'approche par la psychopathologie, et je vais jouer là sur le rationnel et l'irrationnel. Jean Rasfeld a parlé de ça, par exemple, mais Sarl Friedlander, etc. Mais ce qui, moi, me semble complètement dominant, c'est un processus de catégorisation d'un autre à stigmatiser, à persécuter, à exploiter, à violer, etc. et finalement à détruire en partie ou dans le tout. Donc ça, ce processus-là, pour moi, il est fondamental dans mon travail. C'est par là que cette dynamique potentiellement monstrueuse peut prendre une dimension qu'on n'imaginait pas. Et j'ajouterais même que cette manière de voir ces catégories mentales, elle se joue dans nos sociétés. C'est-à-dire que c'est un potentiel qui existe dans toutes nos sociétés, y compris la démocratie. Je suis un penseur des extrêmes. C'est-à-dire que je me suis intéressé à ce qu'on appelle des stratégies non violentes, mais que dans mon vocabulaire j'ai appelé préférentiellement des stratégies de résistance civile. Et
de telle sorte que la question centrale dans ce travail, c'est de comprendre comment, on va dire, des individus, entre guillemets, ordinaires, je sais bien que c'est un problème de vocabulaire ici, peuvent en arriver à faire des actions qui surprennent le stratège, l'analyse des relations internationales à main nue. C'est vraiment le paradoxe que j'ai voulu étudier et si vous voulez, j'ai voulu prendre mes convictions non violentes de ma jeunesse comme une hypothèse de recherche. Donc si vous voulez, même dans ma période où j'étais sur les stratégies non violentes, j'étais obsédé par cette question-là de la violence extrême, parce que ça me semblait être un point essentiel de discussion et de crédibilité en fait de cette approche. Il fallait regarder le pire. J'ai plusieurs fois été atteint par ce que j'ai lu sur ce sujet-là. Bon, je dois l'évoquer ouvertement, je ne vois plus depuis des années. Je pense que ça a été une protection, parce que ne plus voir les atrocités, c'est une manière de s'en maintenir à distance. Ça ne marche pas toujours. Je me souviens très bien, je rentrais des États-Unis, c'était en 2005, il y avait une rencontre au mémorial de la Shoah sur le Rwanda, et c'était un film absolument insupportable. Et je me souviens que j'étais au bord de l'évanouissement. Alors que j'avais entendu, j'avais des tas de récits d'horreur, voyez. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai voulu travailler sur une autre dimension qui est celle de la survie. Donc, je vous fais une réponse très personnelle. Après, la littérature peut aider aussi à mettre des mots sur cette horreur. Et d'une certaine manière, ça vous protège un peu aussi comme chercheur. Le fait d'être confronté de trop près à l'atrocité produit comme une sorte de tétanie psychique. Vous n'êtes plus capable de penser. Vous êtes tellement emporté, envahi par l'émotion que vous ne pouvez plus raisonner de façon distanciée sur ce sujet-là. Et toute notre affaire, me semble-t-il, c'est de pouvoir regarder en face ce sujet des horreurs tout en conservant sa capacité à les penser. C'est une question redoutable. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce qui m'est arrivé dans ma vie, cette perte de vue, qui a pris la forme d'une tragédie grecque, en quelque sorte, puisque mon destin était écrit depuis ma naissance. Quand j'y ai réfléchi, bon, c'est ça qui m'a donné envie de faire de la recherche, d'une certaine manière. Travailler sur les formes de résistance sans armes, c'était essayer d'adopter une posture de résistance morale pour tenir contre l'adversité. Et puis après, plus tard, quand j'ai vraiment commencé à perdre la vue, que j'étais en train de faire ma thèse et que j'ai été visiter le musée d'Auschwitz en Pologne, j'y voyais encore un peu et j'étais même pas sûr de terminer ma thèse. Et j'ai vu donc, je fréquentais depuis déjà 1 an et demi le centre de documentation juive contemporaine, mais là j'étais sur place, quoi. Et j'ai vu les chaussures, les cheveux, etc. Et je me dis, mais de quoi te plains-tu par rapport à ce qu'ont vécu ces gens? Donc ça m'a vraiment, ce moment-là m'a donné la force de me battre encore plus, parce que, bien sûr, vous avez des moments enfin,
voilà, de dépression en fait, on va dire, et de finir ma thèse, et de travailler un jour sur le génocide. Et c'est comme ça que j'ai rencontré quelques temps plus tard Poliakov. Bon, donc après avoir dit ça, moi je ne sais pas répondre à cette question, est-ce que ça me permet de voir plus de choses? Peut-être oui, parce que c'est aussi ma formation psychologique. Je suis très sensible aux voix, et j'entends dans les discours peut-être autre chose. Dans des entretiens que j'ai écoutés faits par la Fondation pour la mémoire de la Shoah et l'INA, ça m'a absolument passionné, mais vraiment passionné. Je ne pouvais plus lâcher. J'écoutais non seulement leur texte, mais le sous-texte de ce qu'ils racontaient. Et j'ai l'impression que ça me différencie peut-être d'autres historiens de la Shoah ou qui ont travaillé sur la persécution des Juifs. Ce sont des petits gestes que des témoins juifs, ça peut se trouver dans les récits, même chez Hélène Berg qui s'est fait prendre quand elle descend les premiers jours avec son étoile jaune, elle voit un monsieur catholique qui vient lui serrer simplement la main pour dire mais écoutez, voilà, ou une femme du peuple telle qui lui sourit dans le métro, qui lui sourit dans l'autobus. Bon, on va en trouver plein comme ça. Enfin, moi, j'en trouve plein. Est-ce que mes autres collègues ont vu ça? Non, je ne crois pas. Et ça m'a donné l'idée de développer cette idée d'une entraide spontanée. Au moment même du Veldiv. Vous savez très bien qu'ils voulaient en prendre 27 000. Et ils en ont pris 13 000. C'est 13 000 de trop. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des réactions de la population parisienne, spontanées. Eh bien, on va retrouver des petits gestes comme ça. La concierge dit « Non, non, il n'y a pas de juifs ici ». Pour moi, c'est quelque chose qui, du fait de ma condition, m'a fait découvrir ce sous-texte dans le récit. Parce que dans ma vie quotidienne, j'ai des petits gestes, moi, quand je descends à Paris, quand je me promène dans Paris ou ailleurs. Vous voyez? Donc, ça me rendait sensible à ça. Si on pense que l'entraide, elle vient toujours de gens qui sont proches, effectivement, vous voyez, de la famille ou des voisins, etc. Bien sûr, il y en a dans le dictionnaire des justes. Mais ce dont je parle en plus, ce sont ces petits gestes d'inconnus. Je crois vraiment que c'est ma condition qui m'a conduit à les découvrir. Tout mon chapitre, l'entraide spontanée, etc., est fondé sur les récits des témoins, mais aussi, jamais oublié, la question du silence. C'est fondamental quand on étudie. Pas loin d'ici, vous aviez rue des Écoles, le coiffeur juif qui se cachait dans une chambre de bonne qui est restée 22 mois. Hein, eh bien, finalement, les gens de l'immeuble savaient qu'il y avait quelqu'un qui se cachait là-haut. Ils n'ont jamais dénoncé. Donc, mon approche de la période, c'est pas que ça. C'est à la fois une forme d'entraide spontanée, souvent inattendue, et aussi une sorte de silence qui est apparemment pas glorieux, mais qui va permettre de sauver des vies. La réponse est oui. La réponse est oui, et elle peut cette rencontre, pour moi, à travers ces petits gestes, elle peut se produire tous les jours. Et là, c'est un problème psychologique, c'est-à-dire vous acceptez ou pas. Parce que ce dont on ne parle pas trop, y compris par rapport aux Juifs, c'est est-ce qu'ils acceptent l'aide? Accepter d'être aidé, c'est pas évident. Et dans mon cas, c'est plus vrai du tout maintenant, mais je sais que si j'ose dire, il y a des collègues aveugles qui disent « Non, non, j'ai besoin de rien ». Bon, ben non. Moi, je vais vers... Si ça se produit, je vais vers l'autre. J'ai envie d'aller vers la rencontre. Et souvent, elle est très riche. Enfin, elle peut être banale, et puis parfois, elle peut être riche. Donc, si vous voulez, j'ai là certainement une certaine rencontre entre ma vie au quotidien
Et le sujet que j'ai étudié, c'est sans nul doute. Mais attention, je ne vais pas me limiter à ça dans mon travail d'historien, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire que je vais insister sur le tissu social. Là, je vais faire intervenir après ce réseau, ce hasard des petits gestes, une approche sociologique et historique de ce qui se passe en France, surtout dans les 2 dernières années de la guerre.